La 8970e séance du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour est présenté, je cite, soutien, le maintien de la paix et de la sécurité internationale et collaboration dans l'intérêt d'un ordre mondial plus juste et démocratique. Je ne vois pas d'abstention, donc l'ordre du jour est adopté. Je voudrais saluer les hauts représentants présents au Conseil de sécurité et à la séance d'aujourd'hui. Et quand je vois le nombre, évidemment, je vois qu'il y a le sujet est très important. Conformément à la procédure habituelle, j'invite les représentants de l'Australie, du Bangladesh, de la Biélorussie, de la Bolivie, du Brésil, de la Hongrie, de la République bolivarienne, du Venezuela, du Vietnam, du Ghana, du Guatemala, de la République dominicaine, de l'Égypte, de l'Inde, l'Indonésie, l'Irak, la République islamique d'Iran, du Kazakhstan, du Cambodge, de Cuba, du Koweït, des îles Maldives, du Maroc, du Nicaragua, des Émirats arabes unis, du Pakistan, de l'Arabie saoudite, de la Serbie, de la République arabe syrienne, de la Thaïlande, du Timor-Leste, de l'Ouganda, des Philippines, du Chili, de l'Éthiopie et de l'Afrique du Sud. La décision est adoptée. Sur la base de l'article 39 du règlement intérieur du Conseil, j'invite le chef de la délégation de l'Union européenne, M. Stavros Lambrini, à prendre place à la table du Conseil. C'est adopté. Le Conseil de sécurité examine le point 2 de son ordre du jour. Je voudrais attirer l'attention des membres du Conseil sur le document S 2024-3 lettre du 9 juillet de la Fédération, du représentant de la Fédération de Russie au secrétaire général concernant la liste conceptuelle de l'examen de l'ordre du jour du Conseil. Je voudrais m'exprimer maintenant en tant que ministre des Affaires étrangères du Conseil de la Fédération de Russie. Mesdames et Messieurs, Excellences, aujourd'hui, nous sommes au tournant du système stratégique et réguler les conflits est impossible si nous n'énonçons pas les raisons et si nous ne mettons pas au centre de nos idées la justice pour tous. Il s'agit de travailler ensemble en fonction de la Charte des Nations Unies et de l'égalité souveraine de tous les États. Les États-Unis, depuis longtemps, ont fait savoir qu'il y avait des exclusivités. Et cela montre la volonté de Washington et de ses alliés à travailler en fonction de leurs intérêts. Il s'agit ici d'une menace pour la paix internationale. La composante essentielle du droit international, la Charte des Nations Unies et les décisions de notre Conseil constituent un élément facultatif pour les pays occidentaux. Et beaucoup de résolutions sont ignorées, notamment la résolution 2202 qui approuve les accords de Minsk sur l'Ukraine, la résolution 2031 sur la paix en Bosnie-Herzégovine et sur l'égalité des trois États et trois peuples. À cause du sabotage, on pourrait parler du sabotage des résolutions des résolutions sur le Proche-Orient sans fin. Anthony Blinken a dit sur CNN qu'il disait qu'il reconnaissait la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan qui appartient à la Syrie. Et
le secrétaire d'État a dit que si on laisse au pays la question de la légitimité, eh bien, cela permettra de garantir la sécurité d'Israël. Fin de citation. Cela veut dire que la résolution 497, nous le savons tous, personne qui n'a été annulée par personne, eh bien, cette résolution prévoit la souveraineté de la Syrie sur le Golan. Et je cite Anthony Blinken, il faut laisser au pays la question de la légitimité. Il s'agit ensuite, s'agissant de la résolution adoptée le 25 mars 2024 concernant la bande de Gaza, n'a pas de caractère juridiquement contraignant. C'est en violation de l'article 225 de la Charte des Nations Unies. Je cite, tous les animaux sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres. Fin de citation. Ainsi disait George Orwell. Eh bien, bien sûr, si chacun joue pour ses intérêts nationaux, eh bien, nous aboutissons à des sanctions. L'attitude de Washington ne change pas depuis des décennies, et tous les modèles de sécurité euro-atlantique reposent sur la garantie de la domination des Nations Unies, y compris la soumission de l'Europe et de la Russie. L'OTAN, en ce sens, a joué un rôle important en créant et en privatisant les structures de l'OSCE, de l'Union européenne et notamment des accords d'Helsinki. L'élargissement de l'OTAN vers Moscou a provoqué la crise ukrainienne, en commençant par le coup d'État organisé par Washington en février 2014 pour prendre le contrôle de l'Ukraine, ce qui a abouti à l'intervention de la Russie contre le régime néo-nazi de Kiev. On a détruit la culture, les médias russes et on a interdit l'Église orthodoxe ukrainienne. Et personne ne l'a même remarqué en Occident. Il s'agit de ne pas violer il s'agit non seulement de violer les conventions liées aux droits de l'homme, aux minorités, mais également la constitution même de l'Ukraine. Et bien sûr, en détruisant la culture russe et pour sauver, eh bien, tout ceci a justifié l'opération spéciale. Et lorsque aujourd'hui, on voit les initiatives de règlement du conflit ukrainien. Eh bien, on nous parle des droits de l'homme et des minorités nationales. Mais malheureusement, on ne peut pas tenir compte de formulation en se basant sur les principes des positions comme les positions de la Hongrie. Alors, bien entendu, nous avons quelques doutes. Nous appelons l'ensemble de ceux qui veulent régler les questions en Ukraine de faire des propositions sur les questions clés des droits des minorités nationales, sans exclusion. Et la politique russe ne peut pas avoir d'approbation. Il y a 10 ans, Zelensky disait, je cite, « Si à l'est de l'Ukraine et en Crimée, les gens veulent parler russe, eh bien, laissez-les faire. Et nous devons, la loi doit leur permettre de parler russe et la langue ne devra pas pouvoir diviser notre pays. » Malheureusement, il a changé d'avis et en 2021, Zelensky, dans une interview, exigeait de ceux qui se sentaient de culture russe, eh bien, de débarrasser le plancher et de partir en Russie. Je m'adresse au régime de Kiev pour lui demander de
d'observer l'article 1.3 de la Charte des Nations Unies qui ne tient pas compte des races, des sexes, de la langue, de la religion. Mes chers collègues, l'Alliance de l'Atlantique Nord s'inscrit dans l'espace de l'OSCE. Nous devons aujourd'hui tenir compte de la sphère de contrôle. Les États-Unis continuent la confrontation en ce sens. Ces derniers jours, au sommet de Washington, les pays de l'Alliance ont fait part de leur prétention du rôle leader, non seulement dans l'espace euro-atlantique, mais également dans l'espace asiatique. Je déclare que ils peuvent protéger le territoire, leur propre territoire, mais ceci doit s'appuyer, ne peut pas aller jusqu'au continent asiatique. L'infrastructure militaire de l'OTAN va donc se base sur une architecture océanocentrée. Et elle s'appuie sur des principes d'égalité et elle doit tenir compte du consensus. En 10 ans, au cours de l'océan, il y a eu des mécanismes inclusifs des États-Unis et de leurs alliés pour soumettre les pays dans le cadre de confrontations fermées avec des pays comme l'AUKUS. Le Pentagone a une idée fixe, disant que les États-Unis et leurs alliés, je cite, doivent se préparer à la guerre et pas seulement en Europe. Fin de citation. Contenir la Russie et la Chine, voilà encore un autre élément d'hégémonie avec des actions agressives et ceci en violation du système de mondialisation. Washington a fait tout pour détruire les bases de la collaboration en matière énergétique de la Russie, entre la Russie et l'Europe, y compris par la destruction de Nord Stream. À ce moment-là, l'Allemagne s'est tue et il s'est agi de travailler avec notamment les questions de missiles à longue portée. Et il s'agit là d'une décision très importante. Monsieur Kirby, coordinateur sur les questions de l'espace, donc OTAN, Washington disait que nous ne voulons pas d'une guerre mondiale. Cela aurait des conséquences très graves pour le continent européen. Comme l'a dit Alfred. Donc à Washington, on est convaincu qu'une nouvelle guerre mondiale aurait comme victime non pas les États-Unis, mais l'Europe. Donc ils sont conscients que c'est dangereux pour les autres. Et il s'agit là d'un suicide de la part de l'Europe. Ensuite, il s'agit d'élargir la zone économique et de trouver des solutions qui risquent, cela dit, d'avoir un effet boomerang et de fragmenter l'économie européenne. Que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Les sanctions illégales avec des mesures protectionnistes, la limitation de l'accès aux technologies contredisent le multilatéralisme et l'ensemble des objectifs de développement de l'ONU. Le marché libre ne vaut que si les États-Unis et leurs alliés sont d'accord, qu'il s'agisse de la concurrence, la présomption d'innocence, l'échange de marchandises, de biens de services, etc., et dans l'espace, et dans l'impasse. Et récemment, nous avons entendu
des exigences publiques de la part de la République populaire de Chine de trouver des solutions parce qu'ils veulent conserver leurs avantages. Il s'agit de s'appuyer sur les règles. Mes chers collègues, les actions des États-Unis et de leurs alliés, bien sûr, doivent tenir compte d'un monde plus juste. Ils prennent en otage tous les pays de la région et ne permettent pas au peuple de réaliser leurs droits souverains et pour pouvoir régler les conflits au Proche-Orient, en Afrique et dans d'autres régions. Il s'agit d'éliminer la menace du terrorisme, de la criminalité liée à la drogue. Nous devons travailler ensemble avec la bonne volonté. Nous devons trouver des solutions et faire des propositions, proposer une série de mesures visant à restaurer la confiance et stabiliser la situation mondiale. D'abord, il s'agit d'écarter une fois pour toutes les raisons qui justifient la crise en Europe. Il faut la paix en Ukraine, comme l'a proposé le président Poutine. Je ne vais pas le répéter. Les régulations politiques et diplomatiques doivent se faire en fonction de mesures concrètes avec des garanties acceptées par tous. Nous devons établir quelque chose basé sur les réalités stratégiques du continent eurasiatique en faisant une architecture intercontinentale de sécurité indivisible. Et là, ceci s'inscrit dans un processus historique et nous y sommes prêts. Deuxièmement, restaurer l'équilibre des forces régionales et mondiale en écartant toutes les injustices de l'économie mondiale. Le monde multipolaire ne doit pas être monopoliste, il doit y avoir un système de réglementation financier, technologique de la société mondiale. Ce qui est important, c'est réformer les institutions de Bretton Woods et l'Organisation du commerce mondial. Nous devons refléter les réalités de développement. Troisièmement, des changements doivent avoir lieu dans d'autres institutions si nous voulons qu'elles fonctionnent pour le bien de tous. Cela concerne d'abord notre organisation qui actuellement, malgré tout, reste une plateforme multilatérale unique avec une légitimité universelle et des compétences élargies. Nous devons travailler à davantage d'efficacité pour l'ONU avec l'ensemble de ses membres en se basant sur le principe de la charte de manière complète. Quelle forme doit prendre ce travail? Nous pourrons y réfléchir ensemble. Un travail important a été fait à l'initiative du Venezuela pour protéger la Charte des Nations Unies. Nous invitons tous les pays à s'associer à ce travail. L'évolution de la charte, la composition du Conseil de sécurité doit s'inscrire dans une réforme importante. Cela ne change pas les impératifs en matière géographique et géopolitique, ainsi que d'équilibre géographique sans domination de l'Occident collectif. Il s'agit de s'appuyer sur un consensus, sur une concorde les plus importantes. Il faut renforcer la présence de la visite de l'Afrique et de l'Amérique latine. Il faudra également faire évoluer le personnel politique qui est aujourd'hui dominé par des ressortissants des pays occidentaux. Tout le personnel doit faire preuve de neutralité et d'impartialité et nous le rappellerons. Quatrièmement, il s'agit de renforcer les discussions multilatérales au sein de l'ONU et d'autres organisations, au G20, qui doit représenter
majorité mondiale et les pays occidentaux. C'est pourquoi il faut tenter de tenir compte également des sujets géopolitiques. Nous devons jouer un rôle pour un ordre plus juste sur la base des principes de la charte avec les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai. Il s'agit de civilisation et il s'agit de travailler sur une solution de compromis. C'est ce que j'ai appelé le système de poids de mesure. Ce qui est important pratiquement pour la multipolarité, ce sont les unions régionales comme la CEI, l'Organisation de sécurité collective, l'Union euro-asiatique, l'Union économique, l'Organisation des États du Golfe, la Ligue des États arabes, l'Union africaine. Il s'agit de créer des liens entre ces organisations en s'appuyant sur le potentiel de l'ONU. La présidence de la Russie du Conseil de sécurité travaillera en ce sens. Mes chers collègues, en m'exprimant le 9 juillet au Forum des BRICS à Saint-Pétersbourg, en s'exprimant, le président Poutine a parlé d'une nouvelle construction mondiale avec un véritable équilibre des forces. Fin de citation. La discussion sur ce sujet, nous le pensons, doit se faire sans polémique stérile, en tenant compte de l'ensemble des faits. Il est important de restaurer une diplomatie professionnelle, la culture du dialogue, savoir s'écouter, conserver un canal de communication de crise et ne jamais oublier que de tout cela dépendent des millions de vies. Tout ceci dépend de nous, des États membres. Et pour cela, nous avons la charte des Nations Unies et je le ressouligne, si tout le monde respecte son esprit et sa lettre, eh bien les Nations Unies pourront surmonter leurs désaccords et pourront travailler avec la majorité. La fin de l'histoire n'est pas encore là. Nous devons travailler dans l'intérêt d'un multilatéralisme atlantique qui reflète toutes les richesses, toutes les civilisations et toutes les diversités. Cette discussion ne peut être qu'honnête. Je vous remercie. Eh bien, je vais reprendre mes fonctions à ma qualité de président du Conseil et je donne la parole aux membres du Conseil fédéral et au président du département des Affaires étrangères, M. Ignacio Cassis.